Bonjour, bienvenue sur Les Murs et moi. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui pour une petite vidéo exceptionnellement moins positive que les autres, mais toujours constructive. Si vous avez suivi mon parcours, vous n'êtes pas sans savoir que je suis cofondatrice d'une agence d'architecture d'intérieur et de communication. À ce titre, comme toutes les agences de créa, j'ai vu passer pas mal de jeunes freelance et stagiaires. Bon, ça fait un peu réac comme tourneur de phrase, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Je suis également très souvent intervenue en tant que formatrice auprès de décorateurs ou d'architectes d'intérieur ou d'entreprises de prestation de services. À chaque fois, je suis frappée par le même constat chez les nouveaux dans le métier ou jeunes tout juste sortis d'école. J'ai décidé de faire cet article car je suis très touchée de voir tant de personnes attirées par les émissions de télé, fières de leur propre décoration ou même encouragées par les écoles, penser qu'il suffit d'avoir du talent en décoration ou en immobilier pour en vivre. Certaines personnes, comme moi d'ailleurs, ont quitté une carrière toute tracée ou des études prometteuses pour se lancer. Et je suis la première à vous engager à réaliser vos rêves. Le résultat ne tombe cependant pas du ciel et il ne s'agit pas de rater votre entrée sur le marché. Malheureusement, beaucoup font la même erreur, souvent fatale à moyen terme pour leur activité. Voici les étapes que j'ai trop souvent observées chez les nouveaux dans le métier. La phase 1, I am the best. Ils arrivent sur le marché, persuadés qu'ils ne feront que des super projets créatifs, que le monde est à leurs pieds et les considèrent déjà comme des artistes, qui choisiront bien sûr leur projet. Beaucoup me parlent du luxe. Loin de moi l'idée de me moquer ou de critiquer, c'est juste ce que certaines écoles leur ont mis dans le crâne pendant des années. La phase 2, bien sûr, c'est celle de la désillusion avec la réalité. D'abord, les difficultés à trouver un emploi, car dans ce secteur, les contrats ne se font souvent que dans de très grosses agences. Pour les autres, ils recrutent sur mission en fonction du volume et du type de projet. Il faut donc très vite penser à se mettre à son compte pour se proposer en sous-traitance, par exemple. Pour ceux et celles qui se sentent prêtes et se mettent à leur compte et même parfois travaillent en direct avec leurs clients, ils découvrent la prospection, ou pas, la négociation commerciale, ou pas, la mise en doute de leur créativité artistique par certains clients, et puis surtout les charges, les impôts et autres SSI, ex-RSI, désormais Sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier. Et surtout la difficulté de trouver des clients et de vivre de ce métier. Enfin, la réalité des contraintes techniques, budgétaires et temporelles. Un stagiaire m'a même dit un jour que son école ne leur mettait pas de contraintes volontairement pour ne pas freiner leur créativité artistique. Ben voyons. On arrive donc sur la phase 3, la panique. Bon, en fait, si je veux vivre de ce métier, je dois créer ma boîte, me mettre à mon compte donc, et je dois faire du commercial. Et ça, je l'avais pas prévu et en plus, c'est pas du tout mon truc. Au secours. Combien de fois j'ai entendu ça? Parce que dans notre métier, nous avons d'excellents créatifs, artistes rêveurs parfois, et clairement, aller se vendre leur donne mal au ventre. C'est là que la plupart des nouveaux dans le métier, en proie à une perte de confiance suite au constat de la vraie vie, font l'erreur fatale. Offrir ou brader des prestations à tour de bras pour se faire connaître. Et oui, vient alors l'obsession d'avoir des clients. Alors là, on a complètement oublié la phase 1, je veux travailler dans le luxe, je choisirai mes projets, etc., etc. Bien sûr, ne vous méprenez pas. Je suis la première à dire qu'il faut donner envie aux clients lorsque l'on vend de la prestation de service. Cela signifie qu'il ne faut pas être avare de conseils et vous impliquer à 200% pour satisfaire vos clients. C'est la qualité de votre travail et le bouche à oreille qui feront le reste. Au début, bien sûr, c'est difficile d'avoir ses premiers clients. Mais si vous êtes conscient et fier de votre savoir-faire, alors tenez bon. Comment voulez-vous que vos clients vous respectent si vous ne le faites pas vous-même? Clairement, plus il y a de monde sur le marché, plus certains clients vous demanderont de vous aligner sur les tarifs les plus bas. Et d'autant plus s'ils comprennent que vous ne savez pas vraiment vous-même ce que vaut votre prestation. J'ai encore entendu il y a une semaine, lors d'une réunion réseau, une jeune décoratrice se présenter devant tout le monde à l'oral. Dans le contexte, il s'agissait pourtant d'une personnalité commerciale, plutôt rare donc chez les créatifs, motivée et volontaire pour participer à des soirées réseau et pour parler en public, en plus avec une bonne élocution. Par ailleurs, elle faisait preuve d'un beau dynamisme et de beaucoup de motivation. Bref, plutôt bien partie pour réussir sa présentation à la nénette. Elle commence donc par se présenter comme nouvelle venue dans le métier, très heureuse de pratiquer sa passion, et on la comprend, et annonce que ça marche même très bien et qu'elle a beaucoup de demandes. Bon, là elle surjouait un peu, mais l'auditoire n'y a vu que du feu. Donc toujours très bien cette présentation. Jusqu'au moment où elle annonce que du coup, pour se faire connaître, elle offre une visite à toutes les personnes présentes ce soir. Et patatras.
Comment voulez-vous persuader les prospects que vous avez en effet beaucoup de demandes et que votre boîte marche très bien ainsi? Vous avez encore le temps de prendre plein de rendez-vous. Il n'y avait pas moins de 120 à 150 personnes dans la salle et vous gagnez tellement bien votre vie que vous décidez d'offrir votre prestat. Vous avez acquis un savoir-faire. Vous savez que concevoir un projet demande beaucoup de temps. Les clients voient souvent uniquement ce que vous leur remettez, un dossier avec des planches tendances, des plans, des 3D, mais ne se doutent pas que le plus gros de votre prestation est en amont du premier coup de crayon, de la première planche. C'est votre inspiration, votre créativité qui, à la fin du projet, portera votre signature. Combien de fois ai-je demandé à mes stagiaires et freelance de prendre plus de temps pour la réflexion avant de foncer tête baissée et scolairement dans les planches du dossier? Combien de fois leur ai-je posé la même question lorsqu'ils me présentaient un projet tout ficelé? Penses-tu qu'un client qui a du goût aurait pu réaliser lui-même le même projet? Eh bien souvent, la réponse est en fait oui. Ils me disent qu'on ne leur a jamais appris ça à l'école. Donc, si vous êtes fier de ce que vous faites et en mesure d'apporter à vos clients ce qu'ils ne savent pas faire par eux-mêmes, normalement, vous vous êtes déjà posé cette question avant de créer votre société. Alors, soyez fiers de ce que vous allez apporter et mettez le paquet. Ne comptez pas votre investissement, accompagnez vos clients. Apportez-leur tellement qu'à la fin du projet, ils se diront « Waouh, j'aurais jamais imaginé recevoir autant ». Pour terminer, prenez conscience qu'en plus de vous dévaloriser, c'est toute la profession que vous amenez avec vous. En bradant vos prestations, vous sciez purement et simplement la branche sur laquelle vous êtes assis. Bon, voilà pour ma petite crise du jour, pour commencer à comprendre pourquoi le développement personnel et la vente de prestations de services se côtoient sur mon blog. En effet, la confiance en soi est la condition du présent et le socle de l'avenir. Ne le perdez jamais de vue. J'espère que vous avez apprécié cet article et si c'est le cas, pensez à vous abonner à mon blog avec le lien ci-dessous et bien sûr à cette chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Merci.